C'est un sujet qui nous concerne tous. Hôpitaux saturés, urgences débordées, des patients en attente pendant des heures et des soignants qui mettent fin à leur jour. Les hôpitaux français sont à bout de souffle. Alors comment en est-on arrivé là? Combien de temps le système peut-il encore tenir? Aujourd'hui, je reçois donc Caroline Brémaud. Elle est médecin et ancienne chef d'un service d'urgence de Laval. Elle en parle dans son ouvrage sorti récemment où elle livre un témoignage très personnel et touchant sur la situation. On va donc l'écouter aujourd'hui. Au passage, pour nous soutenir gratuitement dans le développement de ces interviews, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Et ces échanges sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Merci pour votre confiance. Je vous laisse avec l'interview. Bonjour Caroline. Bonjour Hugo. Merci de prendre le temps de venir et d'échanger ici. Tu es médecin urgentiste, ancienne chef de service des urgences de l'hôpital de Laval en Mayenne. Oui. Depuis des années, tu alertes sur la situation catastrophique des hôpitaux en France. Tu es vue par de nombreuses personnes comme une lanceuse d'alerte en quelque sorte parce que tu as, via tes prises de parole, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias, ou ici du coup avec ce livre, tu prends la parole pour alerter sur une situation qui est critique dans de très nombreux hôpitaux aujourd'hui en France. Et donc tu as sorti ce livre, un récit de tes dernières années à l'hôpital à Laval, des sacrifices, des choix, des crises auxquelles tu as dû faire face. Et on va en parler, il y en a eu beaucoup, il y en a encore énormément aujourd'hui. Donc merci déjà de prendre le temps d'échanger. Merci de m'accueillir parce que c'est hyper important de porter la parole des soignants. Parce que sans vous, les journalistes, en fait, notre parole, elle porte pas très loin. Et on a besoin d'avoir des relais parce que c'est un problème de santé publique majeur. Il faut qu'il y ait une prise de conscience collective. Et la santé, ça concerne tout le monde à n'importe quel âge de la vie. Donc merci infiniment Hugo de me recevoir. Je suis très honorée. Merci à toi vraiment de prendre le temps et on va évoquer beaucoup ce que tu racontes dans ce livre où il y a parfois des moments durs à lire mais qui sont importants pour comprendre l'urgence de la situation. Donc on va revenir beaucoup là-dessus. Mais je voulais juste commencer par ce qu'on a entendu dans l'actualité ces derniers jours. Il y a quelques jours, il y a une plainte qui a été déposée contre 3 ministres, une plainte qui regroupe des personnels et des familles de soignants de l'hôpital public, dont certains qui ont mis fin à leur jour. Quel regard est-ce que tu portes sur ces drames et sur cette situation déjà? Alors moi, le suicide, c'est un thème qui me touche énormément. J'en parle à plusieurs reprises dans le livre. C'est le sujet principal de plusieurs chapitres. Et il y a même un chapitre qui s'appelle « Aujourd'hui » où j'énumère des collègues de plusieurs villes, de plusieurs spécialités qui se sont suicidés. C'est pluricotidien dans ma pratique professionnelle de décrocher un appel pour un adulte ou un enfant qui a essayé de mettre fin à ses jours. Heureusement, tous les jours, il n'y a pas quelqu'un qui décède, mais c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans ma pratique. Et chez les soignants, ça existe et ça a été caché, camouflé. C'est assez tabou comme thème, que ce soit pour les soignants ou pour les patients, et il faut absolument qu'on en parle. Et ça dérange, c'est un sujet qui met mal à l'aise. Et il y a peu de personnes qui osent aller sur ce terrain-là. Et moi, j'y vais avec les 2 pieds parce que mon papa s'est suicidé 1 mois avant la naissance de mes jumeaux et c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai vu trop de collègues mettre fin à leur jour aussi. Enfin, je peux pas continuer dans le silence et même si c'est douloureux, il faut absolument aborder ce thème-là pour les soignants. Mais les soignants, c'est aussi des gens normaux, avec des familles. En fait, c'est des papas, des mamans, des enfants. Ce sont les enfants de quelqu'un, les parents de quelqu'un. Et donc, c'est tout citoyen, en fait, qui est concerné. Et je pense que c'est une bonne chose que cette plainte elle ait été déposée parce qu'on va enfin pouvoir parler de ce sujet de société qui est invisible, qui était invisible jusque-là. Et tu racontes plusieurs exemples, plusieurs choses que tu as pu vivre dans le sein de cet hôpital. On va en parler après. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans ce livre, c'est que tu as fait le choix de ne pas forcément donner tout un tas de chiffres, de statistiques ou d'avoir un traitement, on va dire, journalistique comme on peut l'imaginer sur un plateau télé ou autre. Tu as fait le choix dans ce livre-là de raconter ton histoire, en tout cas ce que tu as vu, et l'histoire aussi de toutes les personnes qui sont passées par cet hôpital ces dernières années. Pourquoi avoir fait ce choix comme ça de se concentrer sur quelques moments clés de ces dernières années que tu as pu vivre à l'hôpital? En fait, le choix, il s'est construit progressivement. Je fais beaucoup de prises de parole dans les médias ou sur les réseaux et j'exprime ma colère, mon incompréhension. Ça fonctionne, mais ça change pas grand-chose, donc j'ai voulu militer autrement. Et puis, un jour, sur une manifestation pour dénoncer la fermeture de lits en pédopsychiatrie, j'ai osé prendre la parole alors que c'est pas ma spécialité. Et j'ai raconté une histoire que je raconte dans le livre, l'histoire de cette maman avec qui je reste 13 minutes au téléphone,
13 minutes en attendant que les secours arrivent, parce que le collège a téléphoné pour lui dire que son enfant s'était pas présenté au collège. Et elle a ouvert une porte, elle a vu le cartable, elle a monté les escaliers, elle a ouvert la porte, elle a retrouvé son enfant de 13 ans pendu. Je lui ai demandé de décrocher son enfant et de le masser, elle a refusé, elle m'a dit il est froid, je peux pas, je veux pas rester dans la même pièce. Et donc je suis restée au téléphone jusqu'à ce que les secours arrivent. Et donc j'ai raconté cette histoire qui m'a bouleversée, parce que 13 minutes au téléphone avec une maman qui passe par tous les états émotionnels, de la culpabilité, de la tristesse, de la colère, qui me raconte que son enfant avait déjà fait une tentative un mois avant, qu'elle avait été vue aux urgences pédopsychiatriques, on avait donné des rendez-vous, et que comme l'environnement était favorable, il s'était dit que ça irait. Mais en fait, non, c'est juste qu'on n'est pas capable de prendre en charge tous nos adolescents qui sont en souffrance psychologique. Et donc, cette maman, j'oublierai jamais sa voix, ça a été d'une intensité terrible. J'étais bouleversée au téléphone et j'ai eu du mal à contenir mes larmes. Et donc, j'ai raconté cette histoire lors d'une manifestation. Et là, j'ai senti en fait que ça avait touché les gens autrement que quand on dit « oui, on n'est pas content, il y a des lits qui ferment ». Il y a eu un silence terrible dans l'Assemblée. Et là, je me suis dit, oui, en fait, c'est comme ça qu'il faut aborder le sujet de la santé, c'est en incarnant tous ces morts et toute cette détresse. Il faut qu'ils existent avec des vraies personnes, et c'est pas des personnages, c'est pas un roman. Tout ce qui est écrit ici, c'est vrai. J'ai changé les identités, j'ai changé le genre pour respecter l'anonymat, mais tout est vrai, et c'est d'une intensité terrible parce que c'est comme ça que je l'ai vécu, en fait. Et ça illustre, comme tu le dis, une question de manque de moyens, là Ouais. en l'occurrence sur la pédopsychiatrie, avec effectivement un problème qui est présent, qui n'est pas nouveau là aussi. On en a beaucoup parlé pendant la période du Covid. Je pense que beaucoup de personnes ne réalisent pas forcément que si on parle par exemple justement de santé mentale, notamment des plus jeunes, et de ces problèmes-là, c'est encore très présent aujourd'hui, voire encore plus présent Encore plus, ouais. chez beaucoup de tranches d'âge. Et c'est pour toi une histoire qui illustre ici un manque de moyens. Complètement. Et en fait, cette histoire, elle date de 2022. Et on est en 2025. Et cette année, la santé mentale, priorité du gouvernement. Mais pendant toutes ces années, c'est passé quoi ? Rien, en fait, pour la santé mentale. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que quelques mois avant cette histoire, j'étais en réunion avec l'ARS, et ils nous ont fait un état des lieux des passages. Donc, l'Agence régionale de santé. L'Agence régionale de santé. Ils nous ont fait un état des lieux du passage aux urgences. Et ils nous ont dit que depuis le Covid, il y a une augmentation du passage aux urgences pour des motifs psychiatriques chez les adolescents, avec un passage à l'acte plus important, notamment chez les 11-13 ans, ce qui est très jeune, ce qui n'était pas habituel. Et donc, c'est noté, c'est dit. Et moi, je lève la main naïvement en disant « Et du coup, on fait quoi ?» Ils m'ont dit « Pour l'instant, on fait rien, on constate. » Et donc, la constatation, elle a duré 3 ans. Pendant ce temps-là, on a des enfants qui sont décédés, on a des jeunes qui sont dans une souffrance terrible. Pendant 3 ans, il y a eu des morts et on n'en a pas parlé. Et encore, je passe à côté de plein d'autres situations de la psychiatrie qui sont d'une violence terrible. Et ça me met extrêmement en colère parce qu'on pourrait avoir les moyens de faire mieux, et c'est une question de volonté. C'est ce que j'allais te demander sur ce point précis. Alors, les causes en soi de cette détresse de nombreux jeunes, elles sont multiples et ça pourrait être un sujet à part entière. Mais là, il y a la question aussi de la prise en charge du coup de ces jeunes-là. Comment est-ce que tu perçois les solutions potentielles ou les besoins qui seraient nécessaires Il y a quelque chose qui s'appelle la prévention. Déjà, on ne peut pas traiter d'un sujet qui n'existe pas. Le sujet du suicide, il existe très peu. Il n'est pas médiatisé et on n'en parle quasiment pas dans les écoles parce qu'on a peur. En fait, on a peur de donner l'idée aux enfants. Et donc, on n'en parle pas. On a les moyens de faire des choses en faisant intervenir directement des professionnels dans les écoles, dans les collèges. Et si on sait que le passage à l'acte, il est chez les 11-13 ans, c'est début de collège, je pense que dès la fin du CM2, il faut aborder le sujet, en fait. Et c'est pas trop tôt, puisqu'on sait que ça arrive. Donc, il faut arrêter d'avoir peur de donner l'idée aux enfants. En fait, j'allais dire on infantilise les enfants, mais on ne leur donne pas la place qu'ils méritent. Les enfants et les adolescents et les jeunes dans notre société n'ont pas une voix qui porte suffisamment, alors qu'ils ont énormément de choses à nous apprendre. Et il faut qu'on les écoute et qu'on accueille aussi leur regard. Et d'ailleurs, c'est un sujet, effectivement, je parle de l'aspect de prévention. J'avais interviewé Emmanuel Macron il y a 1 an et demi, quasiment 2 ans maintenant, sur tout un tas de sujets, mais notamment sur ça, parce que ça me paraissait un sujet important. Et je lui avais mis justement, alors l'échange était assez tendu, parce que je l'avais mis justement en face de chiffres du fait que le nombre de psychologues
pour 1000 élèves en France est infiniment plus faible que dans beaucoup de pays, y compris des pays européens ou partout dans le monde. Et ce qui illustrait un manque de moyens ou un manque de recrutement sur ce sujet-là pour justement tenter à minima de prévenir. Mais on l'a vu, et là, avec cette histoire que tu racontes, c'est pas qu'une question de prévention après, il y a l'enjeu de prise en charge quand ça devient beaucoup plus urgent. Moi, j'ai un de mes enfants qui a 9 ans, il y a 2 jours, on discutait au petit-déj et il m'a dit, tu sais, moi, si j'étais au gouvernement, parce que mes enfants, ils ont toujours plein d'idées s'ils étaient au gouvernement, il m'a dit, moi, je rendrais des choses gratuites, les choses qui sont fondamentales. Et dans les choses fondamentales, il a dit l'accès à avoir un psychologue. Enfin, c'est pas moi qui lui ai soufflé, hein. Il me l'a dit. Il m'a dit, voir un psychologue pour un enfant ou un adolescent, ça devrait être gratuit parce que c'est fondamental. Enfin, quand tu as ton enfant qui te dit ça, enfin, c'est criant de vérité. J'ai des enfants merveilleux, mais... Sachant qu'aujourd'hui, il me semble qu'il y a eu un changement récemment, mais il me semble qu'il y a 10 séances qui sont gratuites pour les jeunes. Mais après, bon, déjà, il y a un enjeu d'arriver à trouver un psy qui est dans ce cadre-là. C'est difficile. Et du côté des psys aussi, il y a tout un tas de sujets. Mais, donc, on voit là que c'est quelque chose qui est important. Et une question un peu large, mais... Le système français, hospitalier français, le système de santé d'ailleurs français, est souvent vu comme une exception, quelque chose de rare, une chance, etc. pour notre pays. Dans quelle mesure est-ce que tu as le sentiment que c'est encore le cas aujourd'hui avec la situation dans laquelle on est ? Rarement. En fait, je pense qu'on peut parler de tout ça au passé. Parce que on a perdu un accès aux soins. On a perdu le soin dans la dignité. Et la dignité, c'est ce qui est fondamental dans la prise en charge d'une personne, parce que le meilleur médicament, c'est l'humain. Et si tu mets pas d'humanité dans ton soin, il sert à rien. Et la tarification à l'acte avec la T2A ne codifie pas l'acte humain. C'est-à-dire qu'on va codifier l'acte technique, mais le temps passé pour mettre le patient en confiance, pour l'accompagner, pour le rassurer, pour l'apaiser, tout ce qu'on fait en tant que soignant de façon naturelle, tout ce temps-là ne génère pas d'argent. Et donc, on tend vers une organisation qui n'a plus le temps de faire ça. Et c'est ce qui pousse les soignants à la démission. Parce que le T2A, etc., est-ce que tu peux peut-être juste expliquer rapidement qu'est-ce que... C'est la tarification à l'acte. Donc, en fait, quand on prend en charge un patient, on doit codifier les actes qui sont faits. Et après, on est remboursé. L'hôpital est remboursé sur les actes qui ont été faits. Et ça pousse à faire des prises en charge avec des actes très normés et rentables. Et donc, l'hôpital public a une obligation de service public, donc d'accueillir tous les patients et d'essayer de pas trier. J'ai dit essayer parce qu'on trie quand même. T'en parles beaucoup, on en parle après. Mais sur tout ce qui est clinique privée, en fait, on vise plus une rentabilité. Voilà, donc, moi, j'ai commencé mes études de médecine avec l'arrivée de la T2A. Donc, je pense que je suis arrivée au début de ce système-là. Du déclin, en fait. Et c'est vrai que t'expliques beaucoup que, évidemment, il y a une dimension humaine qui est très forte. Et tu donnes d'ailleurs même ton cas précis, il me semble, alors, je sais pas si t'avais quelques mois, mais t'étais jeune. J'avais 4 ans. T'avais 4 ans, pardon. Mais t'avais 4 ans et tu racontes le fait que c'était une aide-soignante, si je dis pas de bêtises, à l'époque, qui t'avait beaucoup aidé dans cette période-là et c'était quelque chose qu'elle n'était pas obligée de faire dans le sens où, comme tu le dis, c'était pas forcément quelque chose qui était cadré ou dans ses missions, mais qui, à l'époque, t'avais fait beaucoup de bien. Est-ce que tu vas en parler peut-être pour illustrer ça ? En fait, j'ai été opérée d'une malformation rénale quand j'étais petite. Donc, j'étais prise en charge dans un CHU. Initialement, j'étais dans une chambre individuelle et puis ma maman pouvait rester dormir avec moi. Et puis, rapidement après l'intervention, je suis allée dans une chambre collective à 6 patients. Et j'avais des soins douloureux. J'avais un drain, un tuyau qui restait dans mon ventre et on devait faire des lavages, des soins. Et c'était douloureux. Et de toute façon, à l'époque, on ne laissait pas les papas et les mamans rester auprès des enfants pour les soins. Et l'aide-soignante qui faisait le ménage dans ma chambre avait repéré que j'avais vraiment très mal à ce moment-là. Donc, elle venait toujours faire le ménage. Et au moment du soin douloureux, elle posait son balai. Elle disait rien. Elle prenait ma petite main d'enfant et moi, je l'écrasais autant que je pouvais parce que ça me faisait du bien. Et puis, elle repartait avec juste un sourire, un regard complice. Et c'est l'héroïne, c'est mon héroïne, c'est l'héroïne de mon hospitalisation. Et je pense à elle souvent. Ça fait 40 ans. Et elle est toujours... je suis émue quand j'en parle. Si je l'avais en face de moi, je crois que je m'effondrerais en larmes, en fait, tellement elle m'a apporté. Et c'est ça que je veux transmettre quand je travaille. C'est cette façon-là de travailler qui m'intéresse parce que il n'y a rien de plus beau et de plus intéressant que de partager un moment d'une intimité aussi intense avec son patient.
Et d'ailleurs, tu mets beaucoup en avant ce rôle des aides-soignants et des aides-soignantes dans ton livre. Et c'est une question plus large parce que quand il y a du coup moins de moyens, et on va en parler, et on sent que c'est très présent, un enjeu avec des moyens qui sont moins importants, ça veut dire que vous avez moins de temps par patient ou moins de temps en général dans votre travail, vous êtes peut-être plus épuisé, donc c'est beaucoup plus difficile de faire face à des situations par ailleurs très critiques. Tu dis à un moment dans le livre, j'ai le sentiment de faire mal mon travail et de participer à une forme de maltraitance collective. C'est des mots qui sont forts et c'est cette crainte du coup de ne plus avoir cette dimension humaine par moment. Oui, je suis vigilante au cours d'une journée ou entre 2 journées à être critique sur mon travail, à me dire est-ce que là, par fatigue, par épuisement, par obligation d'aller vite, est-ce que je suis pas sortie un peu de mon idéal et si oui, de rectifier en fait. Parce qu'il y a des moments où il faut aller vite, parce que je suis urgentiste, je travaille dans l'urgence vitale, chaque minute compte. Ok, mais il y a un temps pour tout. Et à un moment donné, il faut savoir s'arrêter et prendre le temps. Et oui, j'essaie d'avoir un regard un peu, prendre de la hauteur sur ma pratique pour pas tomber dans ce travers et pour garder plaisir aussi à exercer mon métier, parce que j'ai vu aussi beaucoup de collègues arrêter parce qu'ils se sentaient maltraitants et ils ne supportaient plus. Il y a une situation où cet enjeu-là est particulièrement important, c'est la question des urgences, et c'est ton service, ton domaine en l'occurrence, la question des urgences, la question du manque de moyens, des fermetures aussi d'urgences qui arrivent de plus en plus. Est-ce que déjà, pour commencer d'un point de vue large, et après on verra dans le détail ta situation, tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu as vu l'évolution au fil des années dans ton hôpital à Laval, dans le domaine des urgences? Alors moi, dans mon hôpital à Laval, j'ai commencé à me mettre en grève en 2021. Parce que je pressentais une fermeture imminente des urgences la nuit. Donc, quand je l'ai dit, ça a été très mal accueilli. On m'a pris un peu de haut. On m'a regardé un peu, genre, mais elle est folle, d'où elle sort? C'est quoi cette fille qui parle n'importe comment? Mais non, ça faisait des années qu'on renonçait à nos vacances complètes, qu'on revenait au milieu des congés, voilà. Et on arrivait en fait à pallier au manque à coup d'heures supplémentaires, revenir sur un week-end, des choses comme ça. Et puis, l'air de rien, en fait, les collègues sont partis à la retraite ou sont partis ailleurs et l'équipe est devenue plus petite et sans forcément qu'on s'en rende compte. Donc, je me dis, voilà, ça va pas passer en fait, on va être obligé de fermer. Et donc, au départ, c'était quelques nuits dans le mois. Et puis, les premiers mots que j'ai eus avec les journalistes, c'est ma plus grande peur, c'est qu'on s'habitue. Et là, 4 ans après, on en est à fermer complètement, parce qu'il y a eu un gros débat de sémantique sur fermeture-régulation. Donc, on a des nuits où on est vraiment fermé, on n'est même pas en régulation avec accueil d'urgence vitale, on est fermé et on ferme même la journée. Ok, parce qu'il y avait une sorte d'entre-deux, je sais pas si c'est le bon terme, mais où en gros, vous acceptiez que les situations les plus urgentes vitalement. Okay. Oui, parce qu'on avait le médecin du SMUR qui était en capacité s'il n'était pas parti en intervention. SMUR, c'est le médecin que tout le monde c'est le médecin qui est dans le véhicule qui part en intervention. Et donc, ce médecin, s'il n'est pas en intervention, il est à côté des urgences, donc il peut accueillir un patient en urgence vitale qui se présente aux urgences. Mais s'il est parti, ça pose problème. Et donc là, on est arrivé à un point où moi, ça m'est déjà arrivé de faire des gardes où je n'ai plus aucune équipe médicale d'intervention sur le département. C'est-à-dire, au lieu d'en avoir 3, j'en ai 0. Et on est arrivé à un point où on a même des fermetures la journée. C'est-à-dire que j'ai aucun médecin urgentiste dans mes urgences la journée. Et c'est le cas 2 fois par semaine. Et on est ouvert 1 fois par semaine à 2 fois par semaine la nuit. Donc, on en est à compter les ouvertures. Et ça commence à empiéter sur les journées. Et là, je ne sais absolument pas comment on va faire pour passer l'été. C'est une grande question. Et ce qui se passe à Laval, en fait, ça se passe partout en France. Ça atteint les hôpitaux de Paris, ça atteint les CHU, évidemment des hôpitaux plus petits. Mais la problématique, elle est vraiment nationale et sur tous les autres services. En fait, les maternités, la pédiatrie, la réanimation, la psychiatrie. Je pense aussi en oncologie, il y a beaucoup de soucis. Et puis tout ce qui est hôpital de jour, tout le monde est concerné. Et le médico-social aussi. Et je pense que les gens peuvent deviner quand même, mais pour bien insister là-dessus et que les gens réalisent bien, qu'est-ce que ça veut dire du coup des situations comme celle-ci où tu as
à certains moments pas de médecin urgentiste, ou alors très peu de moyens face au nombre de personnes qui peuvent rentrer. Quels arbitrages, quels choix ou quelles situations est-ce que tu peux avoir dans ce genre de cas de figure? Dans le livre, je raconte choisir, c'est renoncer. C'est-à-dire que quand tu n'as pas d'équipe médicale, en fait, il y a des patients qui décèdent. Et des fois, tu as 3 équipes médicales et tu as 4 urgences vitales. Et des fois, c'est aussi parce que tu n'as pas assez d'équipe médicale par rapport à ce que tu devrais avoir. Et donc, moi, ça m'est déjà arrivé en tant que médecin régulateur. Donc, c'est le médecin qui est au 15 qui après un premier décroché par un assistant de régulation, prend l'appel de dire finalement, faites faire demi-tour à l'équipe qui est partie sur le patient en arrêt cardiaque pour aller prendre en charge un bébé. C'est ce que tu racontes d'ailleurs. C'est ce que je raconte. Une personne âgée. Ouais. Donc, tu étais chargé, si je résume bien, de dispatcher les équipes et de dire, OK, il y a telle urgence, donc toi, tu vas aller là, toi, tu vas aller là. Il y a d'abord un appel concernant une personne âgée qui est en arrêt cardiaque. Et sauf que quelques minutes après ou quelques instants après, tu as un autre appel pour un bébé. Oui. Et donc, tu as dû dire à l'équipe, finalement, on va prioriser le bébé et on n'a pas assez d'équipe pour traiter les deux. Ouais. Et moi, je l'ai vécu aussi en tant que maman. Et à cette époque-là, personne ne me connaissait. C'était pas du tout parce que c'était mon bébé, c'était un bébé. Mais le jour où mon fils de 6 mois a été secoué par sa nourrice, où il était en urgence vitale absolue, l'équipe était déjà partie. Ils étaient partis sur une intervention d'un arrêt cardiaque d'une dame âgée. Et ils ont fait demi-tour pour aller le chercher. Et il était largement temps qu'ils arrivent. Il respirait presque plus et ils lui ont sauvé la vie, mais in extremis. Et c'est des choix qui sont terribles. La personne qui, sur l'intervention où ils ne sont pas allés, elle est décédée. Et donc, voilà. Donc, c'est ça, notre quotidien, c'est choisir aussi, c'est trier. Et là, c'était parce qu'il y avait plus d'urgence que d'équipe. Mais il y a des fois aussi, c'est parce qu'il n'y a pas d'équipe. Et donc, on envoie un infirmier, on envoie l'équipe, en fait, sans le médecin. Et une équipe médicale vient de plus loin. Mais il y a des situations où il y a une perte de chance énorme pour le patient. Si tu as une détresse respiratoire et que tu es sur une crise d'asthme très grave et qu'on ne met pas un tube dans ta gorge pour t'aider à respirer, ton cœur peut s'arrêter de battre. Donc, c'est terrible. Et les gens ne se rendent pas compte. Surtout que je pense que c'est des situations qu'on peut imaginer ou visualiser très facilement dans des situations d'urgence, dans le sens il y a une attaque terroriste ou il y a quelque chose, et donc cette question on voit des pompiers ou des urgencistes faire un choix entre guillemets, et c'est des choses tragiques mais qui ont été racontées via des documentaires ou autres. Là, ce que tu racontes, et ce qui est quand même important à comprendre, c'est que en fait, c'est une situation et des arbitrages qui sont faits au quotidien partout en France et dans tous les hôpitaux, quoi. Oui. Et ça concerne aussi des enfants. Et c'est des choix qui sont difficiles à supporter. Et j'ai des collègues qui arrêtent, qui changent de spécialité à cause de ces choix-là. C'est, par ailleurs, si on parle des urgences, une situation qui est délicate. En 10 ans, alors ça, c'est des chiffres du ministère de la Santé, mais la fréquentation des urgences a augmenté de 13%. Eux, c'est ce qu'ils estiment en 10 ans. Alors, on pourrait se dire que c'est lié à une augmentation de la population ou quoi que ce soit, sauf que ça va beaucoup plus vite que l'augmentation de la population. Comment est-ce qu'on explique l'augmentation de la fréquentation des urgences ? Alors, ça s'explique assez facilement, c'est qu'il y a une difficulté d'accès aux soins. Le premier recours, le médecin traitant, qui après réoriente sur des médecins de spécialité en ville, est de plus en plus compliqué. Et donc, parfois, on est le seul recours possible pour les gens. Et donc, ce qui m'énerve, c'est que souvent, les politiciens essaient de nous faire croire que les urgences sont saturées à cause de gens qui viennent pour rien et que c'est la bobologie, entre guillemets. Il y a le côté un peu culpabilisant. Ouais, voilà. Pas du tout. En fait, quelqu'un qui vient parce qu'il a une angine, parce qu'il n'a pas de médecin traitant, il n'encombre pas les urgences. Au pire, entre guillemets, il va attendre. Parce qu'on fera passer les gens plus urgents avant, mais il n'encombre pas les urgences parce qu'il va ressortir avec son ordonnance de médicaments. Quelqu'un qui vient, pareil pour une luxation de petit doigt, on va déluxer son petit doigt, l'attacher, faire ce qu'il faut, et il va repartir. Et donc, la petite traumatologie ou les gens qui viennent pour un motif de médecine d'urgence n'encombrent pas les urgences. Les urgences sont encombrées par des patients qui ont un besoin en hospitalisation et il manque des lits d'hospitalisation
d'hospitalisation pour ces gens-là. On a une population qui est vieillissante. On a fermé des lits parce qu'on a dit qu'il y avait le virage ambulatoire, mais on n'a pas réouvert pour de la médecine, pour les personnes âgées, pour les gens polypathologiques. La France, depuis fin 2013, a perdu environ 43 500 lits d'hospitalisation complète. Donc c'est près de 10% de baisse en 10 ans. Alors que la population est vieillissante. Et donc ça, c'est assez scandaleux. Et c'est des choses qui sont prévisibles, en fait. Donc, je suis assez en colère par les discours culpabilisants. Ouais. On vient jamais aux urgences par plaisir. On vient jamais aux urgences pour rien. On vient parce qu'on a une détresse, on vient parce qu'on a un problème de santé et qu'on n'a pas d'autre possibilité d'aller ailleurs. Donc, soit on aurait pu être pris en charge en médecine de ville, mais il n'y a plus de médecine de ville, soit la problématique relève d'un plateau technique qu'il n'y a pas ailleurs qu'aux urgences. Donc, on ne vient pas pour rien. Et tu racontes ces manques de moyens. Tu parles notamment du cas d'une personne âgée de près de 90 ans, si je ne dis pas de bêtises, qui a dû rester pendant des heures ici aux urgences. Est-ce que tu peux nous raconter cet exemple-là de situation ? C'est une dame. Alors, il y en a beaucoup, des comme cette dame. Là, on va raconter son histoire à elle. C'est une dame qui a chuté, qui a un médicament qui fluidifie le sang, ce qui fait que quand on tombe, il faut faire un scanner pour être sûr que tout aille bien. Et donc, c'était le cas de cette dame qui est tombée par maladresse et puis un petit peu de fatigue. Et le scanner est normal. Et donc, je demande à ce qu'elle rentre chez elle et ses enfants qui sont âgés, puisqu'elle est âgée, ne peuvent pas l'accueillir. Et donc, elle va passer la nuit dans un couloir des urgences. Il y a une autre dame âgée, 36 heures aux urgences. En fait, il n'y avait pas de place pour l'hospitaliser. C'était un motif cardio, mais le cardiologue, il dit non, en fait, elle est trop âgée, c'est de la gériatrie. Donc, puis de toute façon, on n'a pas de lit. Et donc, finalement, les gens restent dans les couloirs des urgences. Un couloir d'urgence, c'est un endroit où il fait froid, où il y a de la lumière en permanence et du bruit. À quel moment on traite une personne de cette façon ? À quel moment on dit mettez un paravent, faites pipi derrière ? Et donc, on ne sait plus prendre en charge nos personnes âgées. On n'est plus en capacité et je trouve que c'est d'une violence terrible parce que c'est des gens qui sont extrêmement fragiles. On sait que passer une nuit aux urgences, ça augmente la mortalité, le risque de décès. Quand on a plus de 75 ans, passer une nuit dans un couloir des urgences, c'est extrêmement grave et c'est devenu banal. Et c'est cette banalisation de faits assez odieux qui me met en colère. Et comme tu le disais, il y a en plus cet effet où, tu le dis à un moment, je crois que tu parles d'effet domino, où en fait les urgences sont au bout du domino, c'est-à-dire que si effectivement il y a moins de médecins généralistes ou moins de spécialistes, en fait, déjà ça peut, sur l'enjeu de prévention notamment, il peut y avoir des choses qui s'aggravent sans qu'on le réalise, et dans tous les cas, en bout de course, du coup les urgences se retrouvent, sauf qu'il y a un manque de moyens en parallèle. Oui. Donc la situation est particulièrement Oui, quand je suis allée au Sénat expliquer la situation des urgences, j'ai raconté un peu cette façon de dire que on parle beaucoup des urgences, mais ça va mal partout parce que les urgences, c'est un petit peu au milieu. Donc, il y a tout ce qui se passe en amont des urgences, donc en médecine de ville, et il y a tout ce qui se passe après qui concerne l'hospitalisation, en lit d'hospitalisation, mais aussi tout ce qui est médico-social. Et on oublie souvent le médico-social, toutes les personnes qui travaillent, les aides à domicile, qui font un travail exceptionnel et qui est hyper mal valorisé et rémunéré. Et donc, les urgences, nous, on se retrouve un petit peu au milieu de tout ça. Et donc, quand ça va pas, tout le monde se replie sur nous et ça explose. Sauf que vous manquez de moyens aussi de votre côté, donc c'est pas évident. D'ailleurs, en 2023, tu avais été évincé de ton poste de chef des urgences. Oui. Officiellement pour des raisons de réorganisation. C'était la raison officielle qui avait été avancée. Est-ce que tu penses que c'est le fait d'avoir trop pris la parole à ce moment-là qui t'a valu ton poste ? Oui, complètement. On me l'a dit en off. La décision, elle venait d'assez haut, très haut même. Et puis, elle était appuyée par des grands groupes industriels qui disaient que je nuisais à l'attractivité du territoire. Okay. C'est-à-dire que parce que quand t'as alerté sur le manque de moyens des... Voilà, parce qu'on dit non, mais en Mayenne, vous n'avez pas trop de médecins, on n'a pas trop envie de venir. Et donc, ils avaient du mal à recruter à cause de moi. Je trouve que c'est un raccourci facile. Comment est-ce que tu as réagi quand alors ça, tu l'as appris peut-être un peu plus tardivement, mais quand tu as appris cette réorganisation et que tu avais été du coup évincé de ce poste de chef des urgences, comment est-ce que tu l'as en fait, je savais que ça allait arriver en 2021. Quand j'ai commencé à prendre la parole, on m'a appelé. Il y a des médecins que je connaissais pas qui ont réussi à avoir mon numéro, qui m'ont appelé pour me dire tu prends un risque pour ta carrière. On va te mettre des bâtons dans les roues et fais attention à toi.
Et j'ai dit, moi, j'ai pas de carrière. En fait, moi, ce qui compte, c'est mes patients. Et je m'en fiche. On me dit, oui, mais tu verras, pour ton service, on va t'embêter. Fais attention à ce que tu fais. Tes prises de parole, c'est dangereux. Donc, je savais, en fait, je tendais le dos. Je savais que ça allait arriver un jour. Et je me dis, ça y est, chaque mois de passé, c'était un mois de gagné, en fait. Et j'ai pas été vraiment surprise. Et t'as déjà pensé à arrêter ce métier-là? Non, jamais. Je fais le plus beau métier du monde. Je peux pas arrêter parce que c'est ce qui me fait vibrer. J'ai la chance d'avoir un métier qui est passionnant. Je rencontre des gens qui sont uniques, en fait. Chaque situation est unique. L'intimité de la relation médecin-soignant, c'est juste incroyable. Et des fois, je peux faire naître un bébé aussi. Et puis, accompagner des gens, accompagner une personne sur la fin de sa vie aussi, c'est quelque chose qui est très beau, même si c'est triste. Et j'aime énormément mon métier et je ne ferai rien d'autre. Sur cette dimension-là, tu en parles beaucoup dans ton livre. On sent que, et on l'imagine très bien, que tu es touché à de très nombreuses reprises en vivant certaines choses. C'est quand même une question qu'on peut se poser. Tu racontes notamment le cas d'une personne avec qui tu travaillais qui était au téléphone avec quelqu'un d'une situation d'urgence absolue et qui, en même temps, faisait une forme... Alors, elle lui répondait, elle faisait ce qu'elle devait faire, mais en même temps, elle faisait une forme de coloriage à côté. Quand tu le lis, tu peux te dire, mais comment c'est possible? Toi, tu serais forcément... Moi, je serais bouleversé par ce que j'entends. C'est une forme de mécanisme de protection que tu observes chez beaucoup de médecins? Oui, il y a énormément de mécanismes de protection et c'est d'autant plus normal que quand on répond au téléphone, il y a des études qui ont montré que le stress post-traumatique était plus important que quand on allait en intervention. Donc, c'est évident que nos collègues se protègent, d'autant plus qu'on n'a pas de psychologue du travail, qu'on débriefe très peu les interventions. Donc, moi, j'essaie d'être vigilante à toujours débriefer les interventions avec l'équipe qui va sur le terrain et maintenant aussi de plus en plus à débriefer avec la personne qui décroche au téléphone. Mais on vit des choses qui sont d'une intensité rare et qui sont vraiment difficiles. Mais comment c'est possible que vous n'ayez pas de psychologue du travail pour un rôle comme celui-ci? Donc on parle littéralement de la personne qui prend les premiers appels et qui, juste après éventuellement un ou une assistante, mais qui va quand même entendre des choses qui sont dures, prendre des décisions, on l'a dit, qui sont parfois très très dures. Alors il n'y a pas les moyens. Et puis il y a aussi une part de responsabilité de notre part. J'ai quand même beaucoup de collègues qui disent que si tu n'es pas capable d'encaisser ça, c'est que tu n'es pas à ta place. Bon, ce qui n'est pas vrai, parce que je pense que si tu te déshumanises, tu finiras par faire moins bien ton travail. En fait, c'est important d'accepter cette part de sensibilité. C'est important d'accepter ses larmes. C'est important d'accepter d'être un être humain comme les autres et de faire son travail, de mettre une distance et puis après de débriefer. Parce que les gens, en fait, c'est ce qu'ils recherchent. C'est d'être rassurés, c'est le contact. C'est quelque chose qui se remplacera jamais par une intelligence artificielle. Enfin, poser une main, avoir une parole rassurante, ça n'a pas de prix, en fait. Et c'est ce qui fait la spécificité et la beauté de notre métier. Et donc, moi, je l'accepte, je l'accueille, je pleure, on me fait des câlins, on me console. Et puis après, je repars. Et il y a heureusement aussi des beaux moments et des belles histoires, y compris que tu racontes d'ailleurs, et on va en parler après. Mais il y a aussi forcément des situations qui sont parfois beaucoup plus dures, beaucoup plus tragiques. Par exemple, quand il faut annoncer le décès d'un patient aux proches, comment est-ce qu'on apprend ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend d'ailleurs même dans le cadre de vos études? Et comment est-ce qu'on fait en sorte de gérer ses émotions dans ce genre de situation? Alors c'est quelque chose qu'on apprend, très peu. Ouais. C'est-à-dire qu'on nous en parle, on nous dit... Très théorique peut-être. Très théorique, voilà. Moi, j'ai eu la chance de faire mes études à la faculté de médecine de Tours, où on était quand même très axé sur les sciences humaines. Et puis, j'ai aussi enseigné les sciences humaines à la faculté de médecine, donc je me suis investie beaucoup dans ce domaine-là. J'ai lu, j'ai étudié, j'ai appris. Et je me suis confrontée à la réalité. Et puis, j'ai pas eu peur d'y aller. Et puis, peut-être des fois de me brûler un peu les ailes, mais c'est pas grave. Je pense qu'il faut se lancer et puis être accompagné derrière. Mais oui, pour moi, annoncer... Dans le livre, je raconte que le pire moment dans l'annonce du décès, c'était d'annoncer à une grande sœur le décès de son petit frère. Et j'ai appelé ça murmure entre deux portières parce qu'en fait, j'étais dans la voiture et j'étais incapable de parler fort. Je n'ai fait que murmurer parce que j'étais tellement émue que ma voix avait presque disparu. Et... annoncer ce décès à cette petite fille, pour moi, ça m'incombait. C'était à ma charge et pas à la charge des parents.
Ce qui n'est pas fait la plupart du temps par mes autres collègues. Et moi, je dis non, il faut que ce soit moi qui le fasse. C'est ma responsabilité. Et c'est éprouvant. Enfin, j'ai pleuré derrière. Enfin, on est allé manger un McDo tous ensemble. Et j'ai un de mes collègues qui m'a fait, je pense, le plus beau compliment qu'on puisse me faire dans ma carrière. Il m'a dit, dans leur malheur, ils ont eu la chance que ce soit toi. Et là, je me dis, si je peux adoucir. Enfin, voilà, c'est Une mort très douce de Simone de Beauvoir. Enfin, voilà, dans ce registre-là aussi, quoi. Et tu dis d'ailleurs, sur cette forme de retenue que tu dois malgré tout avoir, tu dis dans le livre, j'ai envie de pleurer. Alors, c'est pas sur ce cas précis, mais tu dis, j'ai envie de pleurer, mais je n'ai pas le droit de leur voler leur peine. Ouais. Il y a aussi cette forme de distance que tu es malgré tout obligé de garder vis-à-vis d'eux. Ouais. Quelques instants, on fait face. Après... on va pas éclater en sanglots devant les gens, ça serait déplacé. Mais moi, ça m'est arrivé d'avoir une petite larme qui coule. Et, les gens, certains ne s'en aperçoivent même pas. Et puis, de notre côté, moi, je l'ai vécu aussi en tant que maman. Oui. Quand j'ai annoncé à mon médecin traitant que mon fils avait eu cet accident, qu'il était entre la vie et la mort en réanimation. Et je vais pleurer. Je l'ai entendu pleurer au téléphone. Et à ce moment-là, je me suis dit, je suis importante pour elle. Et je compte. Et je suis quelqu'un. Et je ne suis pas juste un numéro. Et ça m'a énormément touchée de l'entendre pleurer. Et je me dis, en fait, il y a des moments où c'est adapté parce qu'on est un humain qui parle à un humain et c'est tout. Et c'est sûrement parfois ce qui est réconfortant et ce qui fait du bien de se dire que, justement, c'est pas un robot en face. C'est quelqu'un qui comprend ce que tu ressens et qui partage ta peine ou qui partage ta douleur et qui j'imagine bien à quel point, finalement, ça peut être aussi une forme d'empathie qui est nécessaire et importante, quoi. Oui. Et j'ose m'aventurer sur ce terrain-là, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, parce que je sais aussi que derrière, j'ai la ressource. Je passe de bras en bras, je le dis dans un chapitre, je passe de bras en bras pour être consolée. C'est vrai que c'est la grande famille des urgences. Moi, je fais beaucoup de câlins à mes collègues. On échange énormément, on partage des moments. J'amène tout le temps le petit-déj. Ils comptent pour moi, même si c'est des relations professionnelles. Mais c'est important ce qu'on vit parce que c'est unique. Et il faut y mettre des mots et il faut accepter cette part de sensibilité qui fait la beauté de notre métier. Bien sûr. Et je comprends... complètement ton émotion et ce que tu ressens sur ça. Surtout que tu le dis aussi dans le livre, tu as été, il y a quelques années, dans la situation avec un de tes enfants qui s'est retrouvé du coup dans une situation critique à l'hôpital. Tu vas pouvoir m'en parler un petit peu, mais qu'est-ce que cette situation-là aussi, elle a appris de ton côté sur le regard que tu portes sur l'hôpital, d'être, entre guillemets, de l'autre côté, en quelque sorte, dans une situation d'urgence, en tant que mère ici? Alors moi, en tant que soignante, ça a changé beaucoup de choses. Déjà, j'ai été patiente quand j'étais petite, donc j'avais un regard un peu particulier. Tu parlais d'être soignante tout à l'heure. Voilà. Mais là, en tant que soignante, le fait d'avoir été une maman qui a énormément souffert dans son statut de maman, je fais rentrer toujours les familles au déchocage dans la salle de prise en charge des urgences vitales. Je dis aux gens, venez. Et des fois, je dis, attendez, il faut aller chercher l'épouse, qu'elle fasse un bisou à son mari, parce que tu te dis, peut-être que c'est le dernier, en fait. Et donc, j'ai ce réflexe de dire non, il faut, et si je ne l'ai pas, j'ai un collègue qui l'aura pour moi. Et c'est peut-être typiquement le genre de choses où, dans des situations d'urgence ou de manque de moyens, etc., en fait, ça passe à la trappe parce qu'on se dit c'est pas dans le cœur de ma mission, alors que ça peut apporter beaucoup. Complètement. Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre de mots. J'ai le souvenir de cette infirmière anesthésiste qui a pris en charge mon bébé, qui a pas réussi à me parler, mais qui me regardait, qui a posé sa main sur mon bras, qui m'a dit juste quelques mots, et je l'appelle ma boussole dans le livre, parce que j'ai mon petit loulou qui a 6 mois, 8 kilos, et qui a tellement de fils qui sortent de partout que je le reconnais pas. Je suis perdue, je connais l'endroit, mais j'ai l'impression que ma vie s'est arrêtée. C'est terrible. Et quelques années après, je la revois, et elle me demande pardon parce qu'elle n'a pas su trouver les mots. Et elle me dit, excuse-moi, j'ai été nulle ce jour-là. Et je lui dis, mais t'as été merveilleuse. Et pendant tout ce temps, elle a cru qu'elle n'avait pas été à la hauteur parce qu'elle pensait qu'il fallait des mots. Alors qu'en fait, non, il n'y a pas forcément besoin de mots, il n'y a pas forcément besoin de temps. C'est juste qu'ils se ressentent aussi. Ouais. Il y a un échange, il y a le non-verbal qui est hyper important. Et ça ne prend pas de temps. Il faut juste avoir l'envie de le transmettre.
Et encore une fois, c'est quelque chose que tu racontes dans le livre et que tu racontes très bien. Donc, j'inviterai tout le monde à lire évidemment le livre et à voir toutes ces histoires-là. On l'a dit et on en a vu là, il y a des moments qui sont très durs. Il y a aussi des belles histoires, des beaux moments, je suis sûr que tu as pu vivre. Tu racontes notamment l'histoire de deux enfants, Ronan et Hugo, dans le livre. Est-ce que tu veux nous donner un exemple de ces histoires, de ces beaux souvenirs En fait, Ronan, c'est un enfant qui est pris en charge en pédopsychiatrie, en hôpital de jour régulièrement. Et puis, là, ce jour-là, il m'a dit j'ai fait une crise. L'éducateur l'a maintenu, en fait, pour sa sécurité, la sécurité des gens. Et Ronan le disait très bien, hein, j'ai pas réussi à contenir mes émotions. Et en fait, l'éducateur lui a fracturé les 2 os de l'avant-bras. Donc, c'est assez terrible. Et là, je le raconte avec beaucoup de simplicité dans le livre. Ça a l'air assez facile, mais ça m'a pris énormément de temps de gagner la confiance de cet enfant. Parce qu'en fait, je connaissais son dossier quand il est arrivé. Et donc, je savais qu'il fallait que je prenne beaucoup de précautions pour lui parler. J'ai pris le temps, je me suis assise par terre. J'ai des stylos avec de la moumoute ou des Pères Noël, de la lumière. Enfin, j'ai un stéto rose, des chaussures rigolotes, voilà. Et donc, j'ai essayé de me mettre à son niveau d'enfant et de rire, de gagner sa confiance et de prendre le temps de l'accompagner. Et sa maman avait peur à chaque étape, à chaque nouvelle personne qu'on devait rencontrer, qui se braque et qui refuse. Et donc, on a discuté un bon moment. Puis finalement, il a accepté d'aller faire sa radio. En off, sa maman m'a dit si c'est cassé, il ne supportera jamais le plâtre. C'était cassé et bien cassé. Donc, j'ai pris le temps de lui expliquer en lui disant c'est trop cool parce que comme ça, tu pourras pas faire la vaisselle, tu pourras pas faire les tâches ménagères, ça va être génial, tu seras un petit roi et tout ça. Ah bon, d'accord. Et puis, en fait, ça m'a pris 1 heure alors que j'aurais pu le faire en 15 minutes. Mais ce jour-là, j'ai gagné du temps pour lui parce que les autres fois où il est venu aux urgences pour faire enlever son plâtre ou pour d'autres situations, il était en confiance et tranquille. Et ça, c'est quand la maman, elle m'a dit merci. Elle m'a dit mais merci Caroline. Enfin, j'ai vu les étoiles dans ses yeux. Moi, je suis heureuse. Enfin, la terre me porte plus. Je me suis dit c'est ça la médecine que j'aime en fait. C'est pas que sauver des vies en fait. C'est aussi apprendre à un enfant à avoir confiance dans l'adulte qui porte une blouse. Et c'était un moment qui était merveilleux. Enfin, j'ai adoré. Et tu le racontes. Et puis j'imagine qu'au-delà de ça, il y a, je sais pas, est-ce qu'il y a des naissances ou il y a forcément tout un tas de moments aussi qui doivent être particuliers, particuliers à vivre. J'ai fait naître un bébé un jour de Noël dans une pièce où il n'y avait pas d'électricité et on était à la lampe de poche en attendant que le jour se lève. On a ouvert les volets et c'est assez merveilleux. Enfin, pareil, une autre fois, je suis allée une maman sur le point d'accoucher, mais qui ne savait pas qu'elle était enceinte. Et donc, elle n'a pas accouché à domicile. J'ai raccompagné jusqu'à la maternité. Et elle m'a dit, restez avec moi. Et finalement, je l'ai accouchée à la maternité avec la sage-femme. Elle m'a tenu la main et elle était heureuse. Et puis, moi, j'étais heureuse aussi, forcément. Enfin, c'est des moments de partage. Et puis, une naissance, c'est toujours émouvant. Donc, et de se dire, je prends le temps quand je peux sur des jolies choses en fait. Et des jolies choses, il y en a tous les jours. Bien sûr. Malgré tout et malgré la difficulté et tout ce que tu évoques ici. C'est d'ailleurs sur quoi je voulais reboucler maintenant. On a ces enjeux qu'on a vus dans le domaine des urgences, mais plus largement un manque de moyens dans quasiment tous les hôpitaux en France aujourd'hui. Ce que tu évoques beaucoup dans ton livre à travers tous ces exemples-là. Est-ce que tu as en tête des mesures ou des éléments urgents justement qu'il faudrait mettre en place selon toi pour tenter à minima de penser les plaies d'une certaine façon, de résoudre certaines des choses les plus urgentes que tu observes aujourd'hui? Est-ce que c'est dans la valorisation de certains métiers? Est-ce que c'est une question de moyens financiers? Est-ce que c'est tout ça à la fois? C'est tout à la fois, c'est-à-dire qu'il faut remettre de l'argent pour la santé et pas que l'hôpital. Il faut remettre de l'argent pour le système de santé dans sa globalité et dans tous les métiers de la santé. Je pense que l'ébauche de loi sur le ratio soignant-patient, c'est une bonne chose parce que
il faut rentrer dans un cercle vertueux. Donc même si c'est pas possible... Ça, qu'est-ce que c'est pour ceux qui... Alors, c'est de dire qu'il faut un minimum de soignants pour prendre en charge les patients. Donc l'idée, c'est pas de dire, s'il n'y a pas le minimum, on fermera. Non, l'idée, c'est de se dire, il faut tendre vers un idéal et se dire, il faut ouvrir des postes, créer de l'emploi pour que les hôpitaux... C'est une sorte d'outil de mesure, en quelque sorte, de se dire, dans tel hôpital, il y a X patients en moyenne ou par jour, je ne sais quoi. Or, on a X et de nombre de personnel, donc il y a un enjeu. Il faut monter le nombre de soignants par patient. Parce qu'on ne peut pas laisser une infirmière toute seule la nuit pour un étage complet. Et s'il y a un arrêt, elle fait 2 étages. Enfin, non, ce qu'il faut, c'est de se dire il faut mettre du personnel en plus. Parce qu'il y a quand même beaucoup de paramédicaux qui partent parce qu'il y a une déshumanisation du soin. Donc, il faut remettre en fait de l'humanité dans le soin. Et donc, il faut remettre des êtres humains en fait. Et donc, pour ça, il faut qu'ils prennent plaisir à exercer leur métier. Et... c'est pas l'argent en fait pour être mieux payé, c'est l'argent pour créer des emplois. Il faut que les étudiants terminent leurs études, il faut pas qu'ils arrêtent en disant oh là là non mais je suis écœurée du système, je m'en vais. Et après je pense qu'il y a aussi trop de différences de salaire entre les médecins et je pense je dis pas que je gagne pas assez, je dis pas qu'il y en a qui gagnent trop, je dis que la différence elle est délétère. Du coup ça pousse peut-être d'ailleurs certains étudiants à se dire en fait, je veux faire ce métier-là, mais arbitrer entre 2 métiers, il y en a peut-être un qui est plus valorisant d'un point de vue de rémunération ou autre. Et donc, oui, je vais peut-être partir sur celui-ci plutôt qu'un autre. Complètement. Enfin, il y a des spécialités de ville que je connais très bien. Ils payent en impôts ce que je gagne par an. Ils ne travaillent pas la nuit, ils ne travaillent pas le week-end. Donc, c'est des choses qui sont à revoir parce qu'on a des besoins qui sont fondamentaux et il faut absolument qu'il y ait un petit peu plus d'égalité en fait, au niveau des soignants. Donc oui, il y a une revalorisation qui est nécessaire au niveau des salaires, mais il y a surtout besoin de créer de l'emploi et de dire là, il y a un poste, ok, il est vacant, mais il existe. Et donc, si quelqu'un postule, on va remettre une personne. Et comme ça, quand les collègues ils vont travailler, ils auront une charge de travail moindre, ils pourront passer plus de temps avec les patients, ils vont se sentir mieux et ils vont rester. Parce que le problème, c'est la fuite des soignants. Et même si on nous augmente notre salaire, on finira toujours par partir si on se sent maltraitant dans notre travail. Et ça, c'est si tu te retrouves dans le cadre de ton travail, mais ça, tu racontes 1000 exemples dans le livre. En fait, devoir enchaîner les heures, mais de façon, honnêtement, on peut le dire, inhumaine, dans le sens où c'est quelque chose qui n'a pas de sens en soi et qui est pas tenable, tout simplement. Il y a ces questions de garde la nuit, etc., mais c'est quelque chose qui est pénible, forcément, d'autant plus, ça allait déjà de base, mais d'autant plus si en plus, c'est pas assez valorisé en termes de rémunération. Et c'est pas attractif. Ouais, c'est ça. Et c'est d'ailleurs, ce qui est assez particulier, c'est que, à la fois, il y a parfois un manque de moyens et de moyens financiers qui sont mis, et c'est évident. Et en même temps, ce qui est assez intéressant à voir, c'est que une étude avait été menée, la quasi-totalité en fait des hôpitaux en France en fait évoquent des problèmes de recrutement et ils disent que justement il y a certains postes où ils n'arrivent pas à trouver des personnes parce que le métier donne pas envie. Donne pas envie. De plus en plus, les écoles des métiers de soins ne sont pas complètes en fait ou en cours d'année se vident et donc il y a vraiment un problème de vocation. Il faut absolument revoir ça et c'est un budget conséquent qu'il faut mettre pour la santé et c'est pas les 183 € du Ségur qui vont changer quelque chose. Ça, qu'est-ce que c'est pour ceux qui... Donc ça, Ségur, ça c'était après le Covid. C'était après le Covid. Et c'était une augmentation, c'est ça, de salaire pour les infirmières de fin de carrière. Mais il faudrait déjà arriver en fin de carrière en fait. C'est ça le problème. Donc c'est globalement revoir tout le système de santé. Mais inclure tout le monde, tous les partenaires, parce qu'en fait, on dépend aussi beaucoup d'autres métiers du soin qui sont en dehors de l'hôpital. On a d'autres partenaires, les secouristes, les ambulances, les pompiers, les kinés, les ergos, les psychomotes, les dentistes. C'est tout le monde, en fait. Et donc, c'est une prise en charge globale, une réflexion globale sur le système de santé avec des réformes, avec un calendrier. C'est-à-dire que si on met pas des dates avec des objectifs, à dire on va mettre une date, ça va faire effet dans tant d'années, et puis un planning avec des échéances, on n'y arrivera pas. Le problème, c'est
les politiciens sont élus pour un mandat à durée déterminée et que souvent, pour récolter les fruits d'une mesure, c'est au-delà d'un mandat. Et donc, personne n'a envie de faire une mesure un peu difficile, un peu coûteuse et pas en récolter les fruits. Donc, chacun se repasse la patate chaude et puis on n'avance à rien. Et puis, finalement, il y a peut-être envie de faire des économies. Et puis, finalement, ça passe. Puis, finalement, les manifs, il n'y a pas tant de monde. Et puis, finalement, oui, il y a des morts, mais on n'en parle pas beaucoup. Donc, Ouais, et puis on reste comme ça. Quand on parle de manifestations et de mobilisation des soignants, je me souviens d'une manifestation, c'était 2021, c'est possible? Oui, c'est possible. Il y en a eu beaucoup. Qu'on avait couvert à l'époque. Je pense qu'on avait couvert ça sur Twitch. On avait suivi un peu la manifestation à Paris. En fait, c'était souvent essentiellement des soignants, Oui. ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de tous les sujets, où parfois il y a une mobilisation, une manifestation plus large et des gens de tous les métiers ou autres qui viennent se joindre à un sujet. C'est vrai que souvent, quand on a des mobilisations des soignants, on voit surtout les soignants en parler. Et sauf que là, les soignants sont fatigués et ils n'ont plus envie de se mobiliser. Et il faut absolument que tous les citoyens prennent le relais des soignants, parce que les soignants, sur leur temps libre, ils font plus les manifs, ils n'ont plus d'énergie, ils sont vidés. Et donc, la santé, ça concerne tout le monde. Souvent, on est à l'hôpital. Ça arrive régulièrement qu'on décède à l'hôpital. Pour la prévention, quand on est enfant, on a besoin d'un accès aux soins. À tous les âges de la vie, on a besoin d'accéder à la santé. Et c'est pas juste une affaire de soignants ou de retraités. Donc, c'est important de prendre conscience qu'on est tous concernés et qu'on est acteurs aussi, et que en s'intéressant au sujet de la santé, en adhérant à des associations, à des collectifs qui soutiennent les hôpitaux, les services, les maternités, c'est un geste citoyen. En republiant sur les réseaux sociaux tous les sujets qui parlent de la santé, c'est mettre la santé au cœur du débat public quotidien. Et souvent, j'ai des journalistes qui me disent en fait, on s'essouffle, on en a un petit peu marre parce qu'en fait, on tourne en rond. Oui, mais il faut continuer à se battre parce qu'en fait, c'est des gens qui meurent pendant ce temps-là. Donc, on peut pas se contenter de dire on en a déjà parlé il y a un an et il n'y a rien eu de nouveau. Et on le dit, il n'y a rien eu de nouveau. Et c'est scandaleux qu'il n'y ait rien eu de nouveau. Et rien que ça, c'est important. Merci beaucoup, Caroline, pour ton temps. Merci, parce que je sais que c'est des sujets qui sont pas évidents à évoquer, parce qu'ils te touchent personnellement. C'est beaucoup d'histoires personnelles, même liées parfois à ta famille, que tu as pu évoquer, notamment du coup dans ce livre. Encore une fois, tu racontes beaucoup de choses. Là, on a évoqué certains cas, certains exemples, mais tu en racontes beaucoup plus dans ce livre. Merci d'avoir pris le temps d'échanger. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et si de votre côté, cet échange vous a intéressé, on l'a dit, du coup, il y a cet ouvrage, mais vous voulez en savoir plus sur la situation des hôpitaux. On mettra aussi d'ailleurs en description tout un tas de liens, de ressources pour comprendre en fait ce qui se passe en ce moment et la situation aujourd'hui. Donc on mettra des liens en description. Et puis voilà, merci encore Caroline pour ton temps. Et puis on se dit à très vite.